Entre l'escalade des tensions au Moyen-Orient, le blocage du détroit d'Ormuz, le prix du pétrole qui flambe et l'inflation qui nous rattrape, où va notre économie? Aujourd'hui, nous analyserons les ressorts de la crise actuelle, le lien pétrole-inflation-activité, l'attitude des banques centrales au milieu de toute cette tension, et si cette situation ne serait finalement pas le coup de pouce dont nos économies ont besoin pour accélérer la décarbonation de nos économies. Le décryptage avec notre chef économiste, c'est tout de suite. Bonjour Philippe et bienvenue pour ce nouvel épisode du Point Éco. Bonjour Clément. Alors Philippe, les compteurs s'affolent lorsque le prix du pétrole augmente vite. Au-delà de l'effet de demande via le prix de l'essence, comment comprendre la dépendance de l'économie à l'énergie? En économie, l'énergie est un phénomène essentiel. Quand on regarde la révolution industrielle, il y a deux choses qui sont majeures. C'est la capacité des hommes à innover, à trouver de nouvelles technologies, mais aussi la capacité à utiliser et à explorer l'énergie enfouie sous terre. À l'époque, le charbon, puis le pétrole. Et c'est cette dynamique conjointe, innovation et énergie, qui a permis tout ce développement spectaculaire qu'on connaît depuis 2 siècles. Alors, sur cette période, on est passé du charbon, qui était une énergie efficace, mais sans plus, à une énergie extrêmement efficace, qui est le pétrole. Dans le même temps, on a gagné en autonomie par rapport à l'énergie. On utilise moins d'énergie aujourd'hui pour fabriquer une unité de PIB, donc on a quelque chose d'efficace. Mais on voit bien qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose sur l'énergie, on a un impact macroéconomique très important. Et si on veut aller jusqu'au bout du raisonnement, on voit bien aujourd'hui l'importance de l'énergie par l'utilisation de l'intelligence artificielle. Les data centers gigantesques ont des besoins d'énergie tout à fait considérables. Et pour continuer à développer ces data centers et toute l'infrastructure qui va autour de l'intelligence artificielle, on a un besoin d'énergie tout à fait spectaculaire. Donc, on a bien cette situation double entre innovation, énergie et croissance. C'est le triangle essentiel pour comprendre la macroéconomie dans la durée. Mais alors, quel lien peut-on faire entre le prix du pétrole, l'inflation et la dynamique de l'activité justement? Nos économies se sont développées autour de l'énergie. On peut prendre un exemple très simple. Dans les pays occidentaux, aux États-Unis, en Europe, l'activité s'est développée autour de l'industrie automobile. Et donc, on voit bien immédiatement la dépendance que le consommateur peut avoir par rapport au prix du pétrole via le prix de l'essence. Si on veut reprendre un petit peu dans le temps, l'exemple le plus frappant, c'est le premier choc pétrolier. En 1973, le prix du pétrole est multiplié par 4. D'un seul coup, il y a toute une série d'industries qui ne sont plus profitables. Il faut adapter cette économie. C'est-à-dire qu'il faut modifier la structure même de l'économie. Et dans ces conditions, des ajustements brutaux sont à faire et l'inflation est juste un moyen de mettre un peu d'huile dans les ajustements. Dans le même temps, comme vous changez de structure d'économie, il y a des mouvements sur l'activité qui peuvent être extrêmement importants. Et souvent, quand on a un choc énergétique, on a derrière une récession parce que l'économie doit s'adapter. Du côté des ménages, du côté du consommateur, mais aussi du côté des entreprises, l'augmentation des prix fait que les budgets sont modifiés de façon importante. Le consommateur va souhaiter ajuster son salaire pour ne pas perdre de pouvoir d'achat. Les entreprises vont répercuter la hausse de leurs coûts dans leur prix à la consommation. Et c'est ce qu'on avait eu dans les années 70. On avait eu un phénomène d'indexation des salaires qui avait été très important, et puis des entreprises qui avaient ajusté leurs prix, ce qui fait qu'on avait eu quelque chose de persistant. Et on voit bien aujourd'hui la problématique qui est posée. Le prix du pétrole a franchement augmenté depuis le début du conflit en Iran, et le prix de l'essence a lui aussi augmenté de façon spectaculaire, obligeant chacun à réfléchir sur la façon dont il doit consommer. Si on utilise toujours autant d'essence au quotidien, il faudra arbitrer sur d'autres postes de dépenses quand on est un ménage. Et ces phénomènes-là ont directement un impact sur le niveau d'activité, sur notre niveau de consommation.
Donc si on va un peu plus loin, quels sont les ressorts de la crise actuelle? La crise actuelle est très particulière, pour 3 raisons. Elle est concentrée sur une région qui est une énorme production d'énergie fossile, pétrole et gaz, avec associé à cela des productions de kérosène, d'aluminium ou d'engrais qui ont été délocalisées pour être proches des lieux de production d'énergie. Donc ça, il y a une fragilité puisque tout le monde dépend de cette dynamique énergétique. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'il y a un risque de pénurie puisque l'Iran détient ou tient le détroit d'Ormuz et qu'on voit bien que le nombre de tankers qui peuvent passer par le détroit d'Ormuz a chuté de façon spectaculaire. 20% du pétrole quotidien passe par le détroit d'Ormuz et donc s'il reste bloqué, on a une vraie problématique de risque de pénurie à moyen terme. Et le troisième point, c'est que si les États-Unis et dans une moindre mesure l'Europe sont peu affectés par l'énergie qui passe par le détroit d'Ormuz, l'Asie l'est beaucoup plus. La Chine, l'Inde, la Corée, le Japon sont très dépendants de l'énergie passant par le détroit d'Ormuz. Et donc, ça pose une autre question qui est que si ces pays sont face à des pénuries, et on commence à voir en Thaïlande, en Inde, on réduit autoritairement l'utilisation de l'énergie parce qu'il y a une crainte de pénurie. Si cette région, qui est la source de dynamique la plus forte de l'économie mondiale, ralentit, eh bien tout le monde sera affecté. Donc on a une crise d'un genre très particulier et qui, quand on la compare, quand on regarde les prix de l'énergie, que ce soit sur le pétrole ou sur le gaz, sont bien plus marquées qu'elles ne pouvaient l'être en 2022. Donc on a une situation très particulière et clairement très préoccupante. Les investisseurs redoutent le comportement des banques centrales car un taux d'inflation plus élevé risque de provoquer une politique monétaire plus restrictive. Comment appréhender la situation? Quid aussi des taux longs? Le premier point majeur, c'est celui de la durée. Si la durée du conflit est courte, la situation va trouver une forme de solution assez rapidement, les tensions vont baisser et le risque d'une inflation persistante diminuera. Les banques centrales peuvent faire le gros dos dans ce cas-là. Par contre, si le choc est persistant, si le conflit continue, le risque d'avoir un prix du pétrole très élevé très longtemps fait que le risque inflationniste sera beaucoup plus important, obligeant les banques centrales à être beaucoup plus actives que si le choc est de très courte durée. Le deuxième aspect est que les banques centrales ont bien en tête le fait que si le choc s'inscrit dans la durée, les investisseurs vont inscrire dans les taux une prime de risque inflationniste. C'est-à-dire, la Banque centrale n'est pas très rigoureuse dans son approche, et donc il y a un risque d'avoir une inflation plus élevée demain. D'où la nécessité pour ces banques centrales d'être beaucoup plus actives qu'on ne pourrait l'imaginer, pour éviter cette prime. Et on a un exemple de ce type de comportement. C'est celui de la Bundesbank, la banque centrale allemande, dans les années 70, après le premier choc pétrolier. Aux États-Unis, en Angleterre, en France, la banque centrale avait été très accommodante face au choc, en disant il ne faut pas qu'on pénalise trop la demande et qu'on soit trop restrictif. Les Allemands ont dit non, nous on ne veut pas d'inflation, on crée les conditions pour que vous, investisseurs, n'anticipiez pas d'inflation supplémentaire et on va s'y tenir. Et effectivement, l'inflation française sur la période fin 72, fin 83 avait été de 11% par an, elle est de 4,9% en Allemagne. Et conséquence, les taux d'intérêt long terme allemands ont été sur la période beaucoup plus bas que les taux d'intérêt français ou américains sur la période. Et donc c'est finalement une situation qui a été favorable à l'économie allemande. Les entreprises ont eu à faire face à des taux d'intérêt beaucoup plus faibles. Et si la remontée des taux d'intérêt immédiats a eu des effets sur l'activité, eh bien dans le moyen terme, l'économie allemande en a été bénéficiaire. Donc il y a cette situation qu'il faut aujourd'hui prendre en compte. Si la crise dure, clairement les banques centrales devront intervenir de façon importante pour peser sur les anticipations des investisseurs.
Mais donc finalement, cette crise n'est-elle pas une formidable incitation à la décarbonation de nos économies et à accroître les énergies renouvelables ou nucléaires? Les deux facteurs sont importants. Il faut continuer à développer l'énergie renouvelable. C'est ce qu'on a fait en Europe de façon très importante depuis la crise de 2022. On a vu le solaire se développer de façon spectaculaire, ce qui fait qu'en 2025, on a produit de l'électricité plus avec de l'énergie renouvelable qu'avec du gaz. C'était totalement le contraire il y a 10 ans. Donc il y a eu un effort très important qu'on doit continuer. Ça, c'est le premier aspect. Le deuxième aspect, c'est qu'effectivement, il faut tout faire pour accentuer la décarbonation, pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles et finalement permettre à l'Europe d'être plus autonome dans sa façon de fonctionner. C'est un défi tout à fait considérable pour l'Europe, mais c'est un défi qui en vaut vraiment la peine. Merci Philippe pour ces réflexions et à bientôt pour un nouvel épisode du Point Éco. Merci Clément, à bientôt.